Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette session thématique à l'occasion de la Convention SIDAction 2021 qui se passe dans des conditions un peu particulières en raison de cette crise sanitaire qui n'a pas fini de nous surprendre. Mais néanmoins, la technologie nous permet aujourd'hui de nous réunir et d'aujourd'hui parler drogue. En tout cas, la thématique de ce jour, c'est reprendre la main les défis. Et notre session s'appelle Usage de drogue et programme de réduction des risques. Où en est-on? Alors, reprendre la main sur les questions de drogue, je ne sais pas si on n'a jamais eu la main dessus, vraiment. En tout cas, c'est un marché qui était en pleine expansion avant la Covid-19 à tous les niveaux, en consommation, en trafic et en impact santé sur l'ensemble des usagers. Il est clair que nous allons avoir beaucoup de leçons à tirer d'un point de vue sanitaire sur la Covid-19 et l'impact de l'usage de produits psychoactifs sur les personnes et sur le trafic. Mais ce trafic, il est certainement impacté par la crise sanitaire, mais en tout cas, moi qui vous parle de l'île Maurice, je peux vous dire que la consommation, elle n'a pas cessé, elle a même augmenté pour certains. Je suis certain que nos intervenants vont en parler bien mieux que moi. Nous avons aujourd'hui 4 militants et acteurs de la lutte contre le sida et des hépatites et bien sûr avec une spécificité drogue. Fabrice Olivet, que je vais présenter dans un instant, le docteur qui est à Paris, le docteur Feriol Zaoui qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous aurons ensuite Monica Dan qui est de Arras, en Roumanie. Et pour terminer, Fred Bladou, qui intervient également de Paris, que je présenterai plus tard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Ritter, je suis fondateur de l'association PILS à l'île Maurice, dont je suis le vice-président, et je travaille désormais pour Coalition Plus en tant que conseiller au réseau. Et je ne suis pas peu fier aujourd'hui que sur les 4 présentateurs, 4 intervenants, nous avons, en tout cas, enfin, nous avons Fred qui est à Aide et qui est bien sûr membre de la Coalition Plus. Arras est également un membre de Coalition Plus. Et Espace Confiance qui est partenaire de Coalition Plus. Donc, c'est tout ça, c'est très positif. En tout cas, voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps là-dessus. Je vais commencer par présenter Fabrice. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Fabrice Olivier est un militant historique de la réforme des politiques des drogues. Depuis 1987, il anime l'association ASUD, Autosupport des usagers de drogue. Cette association est agréée auprès du ministère de la Santé pour représenter les personnes prises en charge dans le système de soins pour des questions relatives à une addiction. Il est historien de formation. C'est également un essayiste engagé dans les débats relatifs à l'identité française et son dernier ouvrage, Au risque de la race, et aux éditions de l'Aube, a été publié en mars de cette année. Fabrice, tu as la parole. Merci Nicolas. Alors attends, il faut que je fasse une opération technique. Alors, pendant que tu la prépares, je rappelle à tous et à toutes que vous pouvez poser vos questions dès à présent en cliquant sur le bouton interactivité qui se trouve à droite de votre écran. Et je serai ravi de les relayer aux participants, aux intervenants après leur intervention. Fabrice, c'est à toi. Bien. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Parfait. C'est parfait? Ok, on a un petit retour dans la salle là. Bon. Donc, merci au SIDAction de m'avoir invité. Alors, effectivement, tu as eu raison, Nicolas, de rappeler le Covid parce que
on est dans cette période étrange là de maladie qui fait flipper le monde entier. Et pour les personnes séropositives, ça nous rappelle quand même quelques souvenirs. Et très paradoxalement, je vais faire mon intervention sur le fait que la lutte contre le sida avait réagi de manière complètement antagoniste avec ce qui se passe pour le Covid. Pourtant, on avait la première manifestation d'une pathologie devant laquelle les médecins étaient désarmés totalement. La différence, c'est que avec le sida, ce silence médical nous a permis de mettre en avant des questions de citoyenneté plutôt que des questions de traitement et de médicaments. Et c'est plutôt la question des libertés qui a permis à des associations comme ASUD, par exemple, d'être autorisées, puisque une association d'usagers de drogue, une association de drogués, pour être très clair, dans un contexte de guerre à la drogue, c'est absolument impossible à penser sans l'épidémie de sida. Et puis, pour les personnes gays, pour le projet, il y a eu un projet politique pour le LGBT+, qui s'est concrétisé en plus après par une loi, j'y viendrai tout à l'heure, par des questions de citoyenneté. Et tout ça, c'est dû à la lutte contre le sida. Et puis après, les traitements sont arrivés. Donc, mon intervention, c'est de revenir sur la réduction des risques comme projet politique avant tout, et non pas ce qu'elle est beaucoup aujourd'hui quand on appelle ça la RDRD, donc la réduction des risques et des dommages, qui est devenu un peu, à mon sens, un simple système de prise en charge sanitaire. Donc l'idée, c'est de savoir si le concept de réduction des risques a toujours un sens politique aujourd'hui, et s'il ne l'a pas, d'essayer de le retrouver. Ah, alors ça ne marche pas. J'ai un problème de... Voilà. Bon. Alors, qui sont... D'abord, voilà, qui sont ces toxicos, ces usagers de drogue? De quoi parle-t-on exactement? Le terme usager de drogue, le terme, voilà, là, j'ai un problème de... Voilà, ça y est. Le terme usager de drogue vient du registre lexical de la lutte contre le sida et a été inventé par la réduction des risques. L'idée, c'était de déstigmatiser le terme toxicomane, et il est à noter que ce terme d'usager de drogue n'est absolument pas repris ni par la population générale, ni par les usagers eux-mêmes, en dehors d'une sphère militante qui continue à utiliser ce terme. Mais on voit bien, notamment en ce moment à Paris, avec toute l'actualité qu'il y a sur la question des crackers, que c'est le terme toxicomane qui continue à être utilisé. Toxicomane, une figure stigmatisée qui est le produit des années 70, c'est-à-dire de la loi 70 qui criminalise l'usage de drogue. Ce moment où la notion de toxicomanie était absolument régnée en maître et qui s'est vulgarisée dans la société. Et cette figure du toxicomane qui a pris un caractère tragique et surtout un caractère contagieux pendant l'épidémie de sida. Donc, ces deux termes sont à comparer avec qui sont réellement les consommateurs ou les consommatrices de drogue en France. En fait, au sens premier du terme, un consommateur, une consommatrice, c'est quelqu'un qui consomme l'une des substances classées au tableau des stupes. Ça peut être un consommateur régulier, ça peut être un expérimentateur. Là, j'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité. Soit 1,2 million de consommateurs réguliers ou 13,4 millions d'usagers ou d'usagères expérimentateurs, expérimentatrices. Ça, c'est pour le cannabis. Ensuite, on a 2 millions de consommateurs réguliers ou expérimentateurs pour la cocaïne. Pour les autres drogues, ça ne dépasse pas 1 million. Donc, on est environ à 15 ou 16 millions
de personnes qui sont situées plutôt dans la pyramide des âges de 16-45 ans, c'est-à-dire en fait un nombre très important de personnes qu'on peut assimiler aux consommateurs, consommatrices de drogue. Probablement dans cette classe d'âge, environ 50%. Or, il s'agit d'un groupe de personnes insérées socialement, ça on le sait par des sources indirectes, et la très grande majorité de ces personnes, en fait, ne souhaitent pas être assimilées ni aux toxicomanes, ni aux usagers de drogue. Ça, c'est important pour situer un petit peu l'objet dont on parle. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à passer le... Ça ne passe pas. Tu n'arrives pas à changer de slide. Ouais, j'ai un problème de... Oui, mais ça part que dans un sens. OK. Alors, si on revient à cette question de mémoire du sida dont je parlais tout à l'heure, on a bien ce que j'ai appelé un sida détox, entre guillemets, un sida qui est lié à un décret qui a été pris en 1972 qui rend impossible l'achat de seringues stériles pour les injecteurs d'héroïne. On a, dans les années 90, une diffusion de ce virus dans la communauté des usagers de drogue et surtout, quelque chose qui n'est pas très connu dans la société française, c'est l'apparition du sida dans les quartiers populaires, dans ce qu'on appelle les banlieues aujourd'hui, avec une explosion des overdoses, de la petite délinquance liée à l'usage de drogue, et comme par hasard, déjà à l'époque, l'émergence du Front National, qui s'empare le premier de ces questions, bien avant tous les autres, hein, au moment où personne ne parlait de la question des drogues dans les quartiers, et aussi, c'est intéressant de le noter, l'émergence d'un islam politique qui répondait un peu aux mêmes défis, c'est-à-dire le fait que les communautés dans ces quartiers étaient laissées en tête-à-tête avec le virus et l'épidémie d'héroïne. On a aussi une panique morale liée à la peur de la diffusion du sida dans la communauté globale de la société française via des rapports hétérosexuels. Et c'est ça qui permet l'adoption de la politique de réduction des risques qui a été soutenue d'abord par des fonctionnaires du ministère de la Santé, en opposition, ça aussi il faut le noter, avec tous les spécialistes de la toxicomanie de l'époque, hein, qui, eux, expliquaient qu'il ne fallait pas confondre toxicomanie et épidémie de sida, qui étaient contre les traitements de substitution, enfin en gros contre la réduction des risques. Alors cette politique de réduction des risques, quelques dates d'abord. 1987, c'est la première mesure de réduction des risques, c'est le décret qu'on a appelé le décret Barzac du nom de la ministre qui l'a permis de l'adopter, ministre de droite, entre parenthèses, qui abolit le fameux décret de 72 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, moi qui ai Tocho a repris la main pour toi. Parce que ça passait pas sur... Bon, c'est une catastrophe la technique là. En 1980-90, ça continue. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui partage parce qu'en fait, le tien ne voit pas. Voilà, j'y vais. En 1980-90, on a donc, dans les années 90, donc cette diffusion du sida chez les usagers de drogue et l'apparition du sida dans les quartiers populaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une explosion des overdoses, de la petite délinquance. Bah, ça, je viens de le dire là. Donc, c'est la diapo suivante. Oui, j'étais en train de parler de la réduction des risques, c'est ça. Donc, après le décret Barzac, l'introduction des traitements de substitution, dont j'ai dit tout à l'heure que ça s'est fait en opposition avec le secteur de la toxicomanie spécialisée qui était contre ces traitements, la création d'ASSUD, donc première association d'usagers de drogue, qui était soutenue à l'époque par le ministère de la Santé et le SIDAction, il faut le noter, dès le départ, mais aussi en opposition avec ce que pensait le secteur majoritaire.
En 2004, la loi qui rend officielle la réduction des risques, mais c'est important de le noter dans le but de lutter contre la contamination virale et pas particulièrement comme méthode de changement de programme de politique de drogue. C'est uniquement la loi 2004, quelque chose qui est pris pour lutter contre le sida et l'hépatite. Donc, clairement, uniquement orienté sur les questions d'injection de drogue. Et en 2016, la création des SMCR, enfin ce qu'on appelle des salles de shoot dans la presse, parce que là aussi, on voit prédominance de l'outil injection quand on parle de réduction des risques. Or, cette politique de réduction des risques, elle avait un programme politique. Parce que le secteur de la réduction des risques s'est battu pour bâtir une politique qui devait changer la loi, qui était incarnée notamment par l'association Limiter la casse, créée en 1993, qui associait à la fois les usagers de drogue, des militants de la lutte contre le sida, notamment AIDS d'ailleurs, des médecins humanitaires, médecins du monde. Et on avait un programme politique. Ce programme politique, c'était la réduction des risques, certes, mais la réduction des risques comme mode de prise en charge globale et surtout la dépénalisation de l'usage de drogue pour des raisons sanitaires. Inutile de vous dire que ce programme reste à appliquer entièrement, voire même, j'y viens dans la diapo suivante, la question de la guerre à la drogue, elle, s'est plutôt renforcée pendant toutes ces années. Donc, diapo suivante. Pourquoi la question de la loi n'a pas bougé? Parce que cette réduction des risques politiques, donc, a été infiltrée par ce que j'appelle l'addictologie universitaire, c'est-à-dire un point de vue qui a introduit la hiérarchie hospitalo-universitaire, la hiérarchie médicale dans les questions de drogue, des médecins qui auparavant étaient complètement exclus puisque la drogue était vue d'abord comme un délit et que c'était d'abord le ministre de l'Intérieur qui était à la manœuvre. C'est ce que j'ai appelé la politique du coucou, hein, du nom de... Il te reste 3 minutes, Fabrice. Ah ouais, mais les questions techniques, elles ne sont pas d'accord. Alors, la politique du coucou, eh ben, c'est simple, c'est que cette addictologie universitaire, elle a permis à l'industrie pharmaceutique de s'introduire dans le champ via les traitements de substitution. On a une disparition progressive du vocabulaire militant quand on parle de réduction des risques. Et ce rôle paradoxal de l'addictologie revient à dépolitiser complètement le champ des drogues. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de réduction des risques, très souvent, le mot qui vient, c'est « il faut sortir de l'idéologie ». Or, dépolitiser la question des drogues, ça rencontre complètement le vœu du gouvernement qui, lui, ne veut pas parler ni de réforme de la loi 70, veut uniquement parler d'une prise en charge sanitaire, d'où l'invention de la RDRD, donc la réduction des risques et des dommages. Diapo suivante. Or, ce qui marque profondément la période, en ce moment, c'est plutôt la guerre à la drogue qui devient une guerre contre les banlieues. Depuis 20 ans, on a eu l'apparition de ces scènes ouvertes ethnicisées qu'on appelle des supermarchés de la drogue à l'époque de l'héroïne. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé ce qu'aujourd'hui est dénoncé partout, qui s'appelle le contrôle au faciès. Ces polémiques sur le racisme de l'État, c'est-à-dire le fait que la répression des drogues est dirigée contre des communautés ethnicisées et racisées, c'est quelque chose qu'on connaît très bien depuis 40 ans qu'on fait la guerre à la drogue. On a un déplacement continu de cette répression vers les quartiers populaires. La réduction des risques a complètement été exclue des cités. On a des communautés qui ont dû prendre en charge elles-mêmes la question de l'héroïne. Et ça s'est manifesté par des véritables chasses aux toxicos, le discours religieux anti-drogue, l'économie souterraine du cannabis dont on parle énormément aujourd'hui et qui repose sur un malentendu que la presse ne reprend jamais, qui est que c'est avant tout une demande globale de stupéfiants en provenance de la société dite des classes moyennes blanches qui est sous-traitée auprès des banlieues. Et ce malentendu est entretenu par cette vision hygiéniste de la réduction des risques et des dommages, parce qu'elle pathologise la demande de drogue. Et donc, du coup, dans l'esprit du public moyen, c'est la faute aux dealers.
c'est la faute aux dealers racisés, c'est la faute à la racaille de banlieue. Nos problèmes de drogue sont identifiés à une maladie contagieuse. Donc, évidemment que dans ce cas-là, il est très difficile de modifier la répression qui s'abat sur les banlieues. Diapo suivante. Donc, je vais très très vite. La conclusion, c'est cette comparaison que je faisais entre les différentes mémoires du sida. Pour la mémoire des tox, si on la compare avec la mémoire de la communauté LGBT, on peut aussi comparer la loi Taubira, qui donne des véritables droits de citoyens à la communauté LGBT, à la loi 2004 sur l'ARDR, qui est uniquement à visée sanitaire et qui ne touche absolument pas la question de la citoyenneté. D'un côté, on a reconnaissance de cette citoyenneté et de l'autre, on a uniquement une politique de soins axée sur la contamination virale et des revendications qui sont toujours basées sur les outils des années 80, c'est-à-dire les fournitures de seringues, les salles de shoot, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, l'injection à moindre risque et le débat sur la RDR en prison, je n'ai pas le temps d'y revenir. Cette médicalisation institutionnelle de la réduction des risques, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. Elle inclut toutes les drogues, y compris l'alcool, et elle est toujours abordée sous l'angle des seuls dommages sanitaires. C'est une doctrine de soins qui a tué le débat sur le droit de consommer librement. Aujourd'hui, même quand on a une proposition de légalisation du seul cannabis, il est toujours argumenté sous le prisme des dangers sanitaires et jamais sur le droit de consommer. Parallèlement, on a bien ce renforcement continu de la guerre à la drogue dont j'ai parlé, qui fournit l'argumentaire d'une logorée d'extrême droite dont vous êtes tous témoins si vous écoutez certaines chaînes d'information en continu, qui continue de gagner des points dans l'opinion et qui va probablement être un argumentaire central dans la course à la présidence qui nous attend. L'affaire Halimi, la mort du policier d'Avignon, la tribune des généraux, récemment, tout cela, à chaque fois, avait l'item drogue qui sert de bouc émissaire. Donc, si on veut sortir de cette logorée, il faut sortir également du débat sanitaire pour replacer le débat là où le sida les a trouvés avant les rétroviraux, c'est-à-dire sur la route des droits humains, de la citoyenneté, c'est-à-dire sur le droit de consommer et la reconnaissance du caractère légitime de la demande de drogue dans nos sociétés. Ouf, je vous remercie. Merci Fabrice. Ça a été compliqué technologiquement, mais très clair verbalement. Donc, bravo. Et pourtant, c'est un sujet complexe qui nécessiterait plusieurs heures de débat et de discussion rien que sur cette question de l'approche française de la politique des drogues qui, vue de loin, nous semble complètement folle dans la mesure où la France est quand même un des pays les plus impactés sur la consommation et qu'on voit bien que les mesures répressives ne servent pas à grand-chose à ce niveau-là. J'ai deux questions là dans le chat. Une question de Cheikh qui dit « Est-ce que le concept de la réduction des risques a évolué ?» Je crois qu'il a en partie répondu à la question, mais… Oui, j'ai répondu quand j'ai parlé de réduction des risques et des dommages. Des dommages. Le fameux dommage, d'ailleurs, on s'y est beaucoup opposé. Je me souviens à une époque avec l'association l'AFR hein, qui a disparu aujourd'hui et l'association Gaïa. C'est une invention, c'est une demande de la dictologie universitaire qui pose en fait d'emblée l'idée que toute consommation donne lieu à des dommages sanitaires. Et qui dit dommage sanitaire dit forcément traitement. Et qui dit traitement dit à nouveau cette récurrence de la logique du médicament qui, à mon avis, zappe l'essentiel du débat, puisque la grande majorité des consommateurs de drogue illicite, en fait, n'ont pas réellement de problème sanitaire, ils ont un problème de citoyenneté. Merci Fabrice. On a une deuxième intervention qui nous vient du Mali et on les salue. Nous avons beaucoup plus besoin de réformes sur les politiques de la drogue avant de parler de réduction des risques. Néanmoins, nous faisons de mieux dans ce domaine de la réduction des risques. Je crois que c'est aussi le sens de ton intervention. Voilà, bah là, il n'y a rien à ajouter, c'est que apparemment nos amis du Mali ont parfaitement compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est des questions politiques avant d'être des questions de prise en charge, et souvent la prohibition
et pour quasiment l'essentiel dans les dommages sanitaires occasionnés. Nos amis d'Afrique, là, ça me permet de faire une transition, connaissent bien ce problème, puisqu'ils ont des politiques de réduction des risques qui sont toujours collées à la lutte contre le sida. Comme si les droits humains en Afrique, comme ça a été le cas pour la communauté des usagers de drogue en France, ne passaient que par cette lutte contre le sida qui fait tellement peur finalement à l'Occident. Or, nous savons qu'en Afrique francophone, il y a assez peu d'injections. Il y a assez peu de consommation par voie injectable, y compris des drogues très dures sont consommées par la voie fumée. Or, curieusement, c'est plutôt dans l'Afrique anglophone qu'il y a ces questions d'injection. Et ben, malgré tout, il faut absolument, quand on fait une demande de financement réduction des risques, coller à ce prisme de l'injection et aller chercher des injecteurs quelque part pour pouvoir prouver qu'on fait de la lutte contre le sida. Même s'il y a des chiffres sida qui sont alarmants parmi les communautés des usagers de drogue. Mais oui, c'est d'abord une question politique et une question de droit, comme la question LGBT. Tout à fait. C'est une question globale et je corrige un tout petit peu ce que tu viens de dire, Fabrice. L'injection de drogue au Mali est une réalité. J'ai suivi personnellement et je travaille beaucoup avec Arcade Sida, Arcade Santé Plus, qui fait un programme remarquable dans un contexte très répressif, bien entendu, auprès de ces personnes qui consomment des drogues par voie injectable. On va justement partir en Afrique parce que le temps file et je vais passer la parole au docteur Feriol Zaoui, qui est médecin de santé publique diplômé d'un master à l'Institut de sciences de Ouagadougou, au Burkina. Il fait de la gestion de projet, du management, des programmes de santé publique. Et il a une certification en monitoring axée sur les résultats du CERAP INET Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a une expérience dans la prise en charge des populations clés, le travail du sexe et des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et il est expert dans les programmes de réduction des risques en direction des personnes usagères de drogue et coordinateur du premier centre médico-communautaire d'accompagnement et de soins en addictologie, le CASA, depuis 3 ans. Et donc, sa présentation s'intitule « Programme de réduction des risques au CASA Abidjan ». Docteur Zaoui, c'est à vous. On ne vous entend pas. Excusez-moi. Donc, je disais bonjour à tous. Je voudrais dire aussi merci à Nicolas pour cette belle présentation qu'il m'a faite. Et aussi profiter du moment pour saluer le camarade Fabrice Olivier, je crois, président d'Asud que j'ai vu de passage à Abidjan il y a 2 ans, qui fait le passage au CASA dans le cadre de la mise en place de RAFA Sud. Je ne sais pas, ça devrait lui dire quelque chose. Voilà. Donc, cet après-midi, je vais présenter le programme de réduction des risques en Côte d'Ivoire, cas de l'ONG Espace Confiance, qui met en œuvre ce programme-là depuis bientôt 6 ans. Voilà, il faut dire que notre programme en Côte d'Ivoire est très jeune. Donc, nous aborderons dans un premier temps le contexte. Il faudrait situer d'abord le contexte de la réduction des risques en Côte d'Ivoire, comment est-ce que cela a vu le jour. Donc, dans un premier temps, c'est le programme de réduction des risques appuie sur une étude conduite par Médecins du Monde qui a identifié une prévalence chez les personnes usagères de drogue pour le VIH de 5,64%, pour la tuberculose de 9,8%, selon toujours la même étude qui s'est déroulée de 2017 à 2018. Voilà. Et le mode de consommation est à 95% par voie respiratoire. On note une polyconsommation. Il faut également souligner le fait, voire absence de testing des produits consommés auprès des usagers. Sur la deuxième diapositive, il faut dire qu'on a un contexte qui est marqué par la répression et la criminalisation encore en Côte d'Ivoire, et l'usage simple de stupéfiants reste fortement réprimé par la loi actuelle sur les drogues, qui est puni par un emprisonnement de 12 mois à 5 ans ou d'une amende qui peut aller de 500 000 à 5 millions de francs.
Donc, sur l'image de gauche, on voit une opération épervier des forces de l'ordre qui font une descente dans un site de consommation communément appelé fumoir en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le contexte de la consommation fait que les personnes usagères de drogue ont communément l'habitude de se retrouver dans des endroits vraiment bien à elles pour consommer de façon amicalement leurs substances. Et donc, ces endroits-là sont régulièrement visités par les forces de l'ordre. Et au cours de ces descentes-là, on a des arrestations des personnes usagères de drogue pour simple consommation ou simple possession. Voilà. Également, sur la prochaine diapositive, on note une forte stigmatisation et discrimination des personnes usagères de drogue. C'est le contexte, malheureusement, dans notre pays. Par le rejet par les familles et la société des personnes usagères de drogue qui se retrouvent de fait dans le fumoir, à vivre dans le fumoir. Voilà, c'est la réalité. Être exposé à un faible niveau d'accès aux soins et également faible moyen financier qui entraîne de fait une grande précarité parce que c'est des personnes qui n'ont plus leur droit dans la société. Du coup, ils n'arrivent plus à travailler. S'ils exercent un emploi, généralement, ils perdent l'emploi. Donc, voilà. Et leur situation de vie s'en trouve impactée. Donc, toujours, tout cela a été motivé par une étude biocomportementale qui a été conduite en 2014 auprès des populations usagères de drogue. C'est une étude qui a fait suite juste après la période post-crise que nous avons connue en 2010 en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale. Donc, cette étude a été conduite sur les personnes âgées de drogue, héroïne, cocaïne à Abidjan par Médecins du Monde et a estimé à entre 6 000 et 10 000 personnes âgées de drogue précaires. Et cela a entraîné la mise en place du projet Yapadra en 2015 et dont les cibles du projet étaient les consommateurs d'héroïne, communément appelés PAO, voilà, et les consommateurs de cocaïne, qu'on appelle dans la communauté York, et également les injecteurs. Les zones de couverture pour le projet étaient Abidjan et Bassam, voilà, et cela a démarré en 2015, de 2015 à 2018 pour la première phase, et la deuxième phase à travers des activités outreach aux abords des sites de consommation. Et à partir de 2018, pour la deuxième phase, l'ouverture du centre d'accompagnement et de soins en addictologie, en collaboration avec Espace Confiance, qui porte le projet pour son volet communautaire, Médecins du Monde, et le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, qui est une institution du ministère de la Santé qui gère tout ce qui est addiction. Voilà. Ensuite, nous verrons les stratégies qui ont été mises en œuvre. C'est des stratégies en outreach, toujours. Donc, sur la diapositive sur l'image de gauche, nous voyons le dispositif d'unité mobile qui permet de mener des activités de sortie soins dépistage aux abords des sites de consommation. Et sur l'image de droite, on voit un père éducateur avec son sac, son chasuble, qui aussi mène des activités pour des maraudes. Voilà. Donc, l'essentiel des interventions en stratégie avancée consiste à la sensibilisation sur la tuberculose et le VIH. Voilà, on fait un focus en fait sur la tuberculose parce que selon l'étude, comme je l'ai dit au tout début, où la prévalence est de 9,8%, comparativement à la population générale, on a 40 fois plus de cas de tuberculose au sein de nos populations usagères de drogue comparativement à la population générale. Donc, cela nous a permis vraiment de faire un focus de cette activité-là au sein de cette communauté-là pour essayer d'endiguer le foyer infectieux et également dans une perspective de santé publique. Voilà. Donc, nous voyons sur la première image de gauche, des outils de réduction des risques qui sont des tracts, des embouts, également des préservatifs qui sont distribués au cours de ces activités de sortie soins dépistage aux abords des sites de consommation ou des activités de maraude. Et au cours de ces activités-là aussi, également, est proposé le dépistage pour le VIH
et le screening de la tuberculose à travers le prélèvement des crachats de tous les cas suspects avec leur référencement actif vers soit le CASA ou les centres antituberculeux qui sont dans la ville d'Abidjan. Procède aussi à la dispensation d'autotests et puis pour une faible partie, pour la distribution des kits pour les injecteurs, le ramassage et la collecte des seringues usagées aussi. Et puis l'offre de soins de santé primaire. Donc, nous verrons pour la stratégie en fixe, c'est-à-dire au centre en lui-même. C'est une offre de soins qui s'appuie sur un principe de basse seuil d'exigence où les barrières d'accès aux services sont réduites à leur strict minimum. Aucune exigence d'abstinence ou d'obligation de soins avant de bénéficier des services n'est demandée. Il faut savoir aussi que tous les services sont offerts gratuitement. Donc, sur l'image de droite, on voit un bénéficiaire qui profite de l'espace que offre le centre pour prendre son déjeuner avant de passer pour faire des soins à l'infirmerie. Également, dans les activités du centre, il y a des activités de resocialisation à travers un service d'hygiène où il y a une disponibilité de douche et d'un espace de repos, des moments de convivialité où est partagé des cafés et la présence d'une télé. Voilà. La disponibilité la présence d'une cuisine et des temps de divertissement à travers des jeux, des temps de jeu au baby-foot. Pour les activités occupationnelles qui sont coordonnées par le responsable des activités communautaires, on a essentiellement la thérapie, l'alphabétisation, l'atelier femmes et des bourses de réinsertion aux personnes usagères maîtrisant leur consommation qui leur sont offertes pour pouvoir faciliter leur réinsertion sociale et également professionnelle. Pour la prise en charge, il s'agit d'une prise en charge pour les consultations médicales, psychologiques, d'assistance juridique, d'accompagnement social, de soins infirmiers, de la sensibilisation toujours dans le centre pour la tuberculose et le VIH, de la distribution également d'outils de réduction des risques, de la dispensation d'autotests, dépistage VIH, diagnostic TB également, après la sensibilisation. La dispensation depuis bientôt 4 mois de traitements de solutions opiacées, notamment la méthadone. La disponibilité sur place des traitements antirétroviraux pour les personnes VIH. La prise en charge également sur place des cas simples de tuberculose et le référencement des cas compliqués. Le dépistage et la prise en charge sur place des cas d'IST et la prise en charge des affections courantes. Toujours dans l'offre des services au centre, c'est l'accompagnement psychologique et addictologique des patients en demande de sévrage. C'est l'accompagnement juridique des personnes usagères de drogue pour le respect de leurs droits. Et nous avons là quelques résultats sur la période de juillet 2018 à avril 2021 en termes de prise en charge médicale. Il faut savoir que sur cette période, c'est 2287 dossiers différents qui ont été ouverts et à ce jour, nous suivons 18 injecteurs qui viennent régulièrement prendre leur dotation pour les seringues. Voilà. Le reste des injecteurs sont passés pour la plupart sur méthadone. Voilà. Donc, il y a 9% de cette file active au sein des personnes bénéficiaires des services au centre qui sont des femmes. Et pour les personnes sous méthadone, à ce jour, on a 16 personnes, dont 3 femmes. C'est à ce jour également 8763 seringues qui ont été distribuées et puis qui sont suivies pour les traitements ARV 59 bénéficiaires et pour la tuberculose 79. Donc, toujours dans le travail de réinsertion professionnelle qui est conduit au centre, on voit là sur ces images 3 bénéficiaires qui sont en maîtrise de leur consommation qui ont pu bénéficier de bourses et réinsertion à travers l'achat de machines à coudre et également de financement à l'achat de pagne pour exercer son métier de commerçant.
Donc, au total, c'est 14 personnes qui ont pu bénéficier de ces bourses-là à hauteur de 1 202 500 francs. Donc, pour les consultations juridiques, c'est 67 cas de violences basées sur le genre qui ont été notifiés et pris en charge, 8 cas de violation des droits humains notifiés et pris en charge, et 138 pièces administratives qui ont pu être délivrées aux personnes usagères de drogue. Voilà, sur la PS. Donc, nos perspectives à ce jour, c'est le travail de modification de la loi sur l'usage sain de drogue, qui est un processus en cours avec le comité interministériel de lutte anti-drogue pour introduire l'injonction thérapeutique au lieu de la détention des personnes usagères de drogue en cas de consommation ou simple détention. De renforcer l'expertise de l'équipe du centre, notamment en addictologie, en psychiatrie, de passer de 16 personnes usagères de drogue sous méthadone à 100 d'ici la fin 2022, de renforcer l'offre de réinsertion professionnelle et de devenir un centre de formation formel et procéder également à la délocalisation du centre qui, à ce jour, ne répond plus aux besoins vu que la demande est devenue énorme et que la structure est dépassée par les besoins de la communauté. Donc, ainsi s'achève ma présentation. Je voudrais vous dire merci pour votre attention. On a là l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent dans ce travail-là. Nicolas, j'en ai fini. Merci beaucoup, Dr Zawi. Merci d'avoir respecté le timing. Et ce qui nous laisse quelques minutes pour les questions. J'ai une remarque de Fabrice Olivier qui note avec satisfaction que la méthadone est enfin disponible en Côte d'Ivoire. Donc, vous l'avez dit, ça fait 4 mois et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de satisfaction et de joie, tout comme la communauté, puisque c'est une demande qui était vraiment récurrente depuis l'ouverture du centre et qui était un besoin répété de la communauté. Donc, c'est aujourd'hui une réalité et ces personnes qui sont sous traitement, à ce jour, on a pu observer déjà une amélioration de la condition de vie de ces personnes-là qui, au fil des jours, sont en train de quitter la précarité pour redevenir des personnes sociales qui ne sont plus rejetées par la communauté et par la société et leur famille. Merci. Bien sûr, la méthadone est un progrès, mais on sait bien, et Fred nous en parlera peut-être tout à l'heure, même si ce n'est pas trop dans son sujet, mais la méthadone, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la prise en charge. Oui, c'est une béquille quand même extrêmement intéressante et qui montre au moins, en tout cas, l'intérêt thérapeutique de traiter les personnes en souffrance et en dépendance ou en consommation non contrôlée. Oui, nous avons Oui, allez-y. Oui, j'allais dire qu'elle offre une réelle alternative aux personnes qui sont en demande de sevrage. Voilà. Ouais. Voilà. Même si le sevrage est compliqué avec la méthadone après. Hein, donc, il va falloir gérer le sevrage de la méthadone après. On en sait quelque chose chez nous. Florence Thune a une question, je pense, que je vais reprendre pour la fin à l'issue, si on a du temps, des 4 présentations, puisque elle se demande comment on va faire on va pouvoir faire entendre nos voix sur ces sujets auprès du gouvernement actuel. Et je pense que Fabrice et Fred ont certainement des choses à dire là-dessus. Alors, pour gagner un peu de temps et pour pouvoir discuter, nous l'espérons après plus tard, nous passons à la prochaine intervenante. Merci encore, Dr Zawi, et il nous a montré que, bon, voilà, en Afrique aussi, aujourd'hui, c'est les routes du trafic en Afrique, hein, et quand il y a route, il y a commerce et il y a consommation. Hein, donc, et aujourd'hui, l'Afrique n'est pas épargnée et merci de nous l'avoir rappelé. Donc, la prochaine intervenante est Monica Dan.
de Arras en Roumanie. Donc psychologue de formation, qui est un des piliers de cette association communautaire membre de Coalition Plus. Elle travaille au pôle suivi évaluation, chargée de projet également. Et voilà, mais je vais lui laisser la parole sans plus tarder. Monica, c'est à vous. Merci pour la présentation. Merci pour nous avoir invités pour faire une présentation sur notre travail de prévention et de prise en charge auprès les populations clés et auprès le grand public en Roumanie. Je crois que la présentation que je le ferai ici c'est aussi une preuve que la réduction de risque, c'est une question politique. Parce qu'en Roumanie, après 2 ans de réduction des risques qui a été initiée par les associations, l'État, les autorités nationales et locales ne s'engagent pas encore dans le soutien de ces programmes qui sont très importants pour les usagers de drogue. Dans ma présentation, j'utilisais le terme réduction des risques avec signification de programmes qui s'adressent aux usagers de drogue par injection. Parce que ce sont les programmes de réduction de risque qui sont prévus dans la loi et qui ont des standards de fonctionnement. Et, nous n'avons pas en Roumanie d'autres exemples, d'autres programmes de réduction de risque que les programmes qui s'adressent aux usagers qui injectent la drogue. Donc, Arras est une association, une des premières associations créées après le changement de régime en 1989 et fondée à Bucarest en 1992 et est membre de Coalition Plus, la plateforme Europe. Nous avons 4 piliers dans notre mission: la prévention de VIH, la santé publique, la prévention de VIH, hépatite virale, tuberculose, la prise en charge globale donc des services psychosociaux, médicaux, psychosociaux publics et aux populations clés particulièrement. Et nous facilitons l'accès aux services publics de santé et de protection sociale. Le troisième, c'est défendre et promotion des droits de toutes les personnes au service social et à la santé, à l'éducation et aux droits civils. Et le quatrième, c'est une implication, un activisme pour le changement dans la société, dans les politiques publiques, pour faciliter l'accès aux droits civils pour tous. Nous avons eu pendant les années, nous avons presque 30 années d'activité. Nous avons eu des périodes quand nous avons eu des opérations nationales, mais aussi des périodes quand nous travaillons seulement à Bucarest. Nous sommes impliqués dans la réduction des risques depuis 1999 et nous sommes maintenant, depuis des années, le plus grand fournisseur de services de réduction des risques. Nous avons environ 600 bénéficiés dans le programme de traitement substitutif avec la méthadone et plus que 30 000
bénéficiaient dans le programme d'échange de seringues avec qui sont intégrés dans le programme avancé avec l'unité mobile et dans le centre fixe que nous avons, le seul centre fixe d'échange de seringues qui existe à Bucarest. Vous pouvez voir ici les unités mobiles. Nous avons 2 unités mobiles qui ont été créées avec les supports le Fonds global et qui sont dans les photos dans un quartier qui est le plus touché par la consommation de drogue. Il s'appelle Ferentari. SIDAction et le mairie de Paris aussi ont soutenu pendant des années des interventions auprès de la communauté de Ferentari, particulièrement avec une offre de services de dépistage et de prise en charge globale pour les consommateurs et leurs familles. Donc, l'entière communauté est touchée par la situation, par la consommation de drogue. Et ce centre que nous avons dans le quartier de Ferentari, l'équipe là forme une équipe d'assistance sociale très efficace, très bien connue, qui intervient dans des situations très difficiles pour les bénéficiaires du quartier. Vous pouvez voir que nous faisons d'échange de seringues dans le quartier de Ferentari. Une séance de prévention dure environ 6 heures. Nous avons 2 unités mobiles dans les bons temps. Disons que maintenant, ce n'est pas de bon temps pour notre programme. Nous avons assistance médicale et dépistage dans une auto et dans l'autre, nous faisons des échanges de seringues. Aussi, vous pouvez voir ici dans l'image le centre de dépistage, d'échange de seringues, qui est un centre d'assistance communautaire. Comme j'ai dit, c'est le seul à Bucarest maintenant. Donc, pour le contexte épidémiologique de VIH est que nous avons environ 19 000 de personnes vivant avec le VIH, l'estimation de l'ONU-SIDA, et nous avons rapporté plus de 16 000 cas enregistrés par la Commission nationale de lutte contre le sida. Nous avons un taux de prévalence auprès de la population générale de moins de 1%, mais nous avons une épidémie concentrée auprès des usagers de drogue et auprès le HSH. Environ auprès des nouveaux cas qui nous enregistrons annuellement, les nouveaux cas de VIH auprès des usagers de drogue dépassent 10% et auprès les HSH dépasse le 24%. Existe des différentes estimations faites par l'Agence nationale antidrogue, qui est une institution publique. Ce sont des estimations des numéros différents. Le plus récent, c'est environ 10 000 usagers de drogue par injection à Bucarest.
Et ça, c'est important. Les noms sont importants parce que, bien sûr, normalement, les institutions, les autorités de la santé doivent prendre en considération la prévalence de le phénomène de consommation de drogue. Et donc, les noms sont importants. Et, nous avons les associations toujours questionné les estimations de fait parce que ça peut faciliter la couverture insuffisante avec des services. Les substances utilisées maintenant, c'est l'héroïne. La plupart consomment l'héroïne. Avant, 10 ans en avant, les nouvelles substances, les nouvelles substances stimulantes on a eu un boom sur le marché du Bucarest et on favorisait l'épidémie aiguë de VIH auprès les usagers de drogue. Plusieurs des usagers sont hommes et vous voyez que ils prennent des risques parce que ok, je dois changer. Il te reste 4 minutes et demie, Monica. Ok. Vous pouvez voir qu'il déclare des risques, donc utilise des seringues en commun et presque la moitié d'entre eux déclarent qu'on a utilisé une seringue, utilisé déjà de quelqu'un d'autre au cours de la dernière mois. L'enquête sérocomportementale la plus récente menée par l'agence de lutte, l'agence nationale contre le drogue, révèle une très grande prévalence de VIH et une grande prévalence de hépatite C. Maintenant, la situation est un peu mieux parce que le retour à l'héroïne a aplatisé un peu le phénomène d'infection. Mais à Arras et auprès des autres associations qui sont engagées dans le RDR, nous sommes préoccupés par la couverture des programmes qui est insuffisamment. Nous sommes préoccupés par la viabilité, la continuité des programmes et la qualité des programmes. Nous disons que nous avons maintenant une très basique, un service très basique. Nous n'avons pas la possibilité d'offrir des alternatives en tant que matériel. Nous n'avons pas assez de matériel à distribuer, d'injection seringue stérile. Donc, nous sommes très concernés avec la situation, la viabilité, la continuité d'un programme qui a été soutenu pour 20 ans. C'était avec grands efforts, très difficiles, et avec le support particulier des agences des bailleurs de fonds internationaux. Nous disons que
Les institutions roumaines qui ont des mécanismes de financement et la pratique de financement des activités menées par les ONG, je dis ici que je me réfère ici à les autorités locales, ils ont une responsabilité secondaire dans la prestation des services aux usagers. Et maintenant, dans la situation présente, il dit c'est pas notre responsabilité principale. Et les institutions qui sont les principales ont les principales responsabilités dans la santé. Donc, le ministère de la Santé et l'Agence nationale antidrogue n'ont pas des mécanismes de financement viables. Le Fonds global a forcé le ministère de la Santé pour offrir un contrat de service pour la première fois cette année, en mars. Donc, c'est une première, mais nous croyons qu'après ça, le contrat se finit en novembre, le programme de réduction des risques sera fini. Donc, je finis par dire que les actions des DRDR sont toujours accompagnées des plaidoyers interrompus par différents moyens, des réunions, des envois de lettres, inviter les journalistes, parler tout le temps de besoins des usagers de drogue, de leur droit à la santé, des manifestations publiques en situation d'urgence et la plus radicale intervention que nous avons fait 2 années qui a été initiée 2 années en avant, c'est une action en justice contre le ministère de la Santé et qui a été rejetée par comme pas fondue, pas comment on dit, par la Cour et le tribunal. Donc, dans 2 instances de justice qui ont rejeté l'action. Et maintenant, nous préparons le dossier pour la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que c'est une situation intolérable avec les ressources très limitées et avec une société et des autorités qui sont sourds. Ils n'arrivent pas à écouter à les usagers de drogue et leurs familles et à l'association qui offre des services. Merci. Merci Monica, excellente présentation et je vous trouve très très modeste quand vous décrivez vos services basiques parce que pour moi ils sont remarquables. J'ai eu l'occasion de visiter le service d'Arras en 2013 à l'époque où les nouvelles drogues de synthèse explosaient chez les jeunes et ils s'injectaient jusqu'à une dizaine de fois par jour, voire plus. C'était assez sidérant et bravo pour ce travail que vous menez à bout de bras depuis 20 ans dans des contextes compliqués de financement. Europe, pas Europe, Fonds mondial, pas Fonds mondial et qui met en péril parfois vos services et vous êtes toujours à marcher sur un fil, mais vous tenez bon et j'espère que vous allez tenir encore comme ça parce que je n'ose même pas imaginer ce qu'aurait été la situation sans les services de réduction des risques et des dommages offerts par Arras. Je n'ai pas de questions directement là pour l'instant, Monica, sur le chat. Je rappelle à tout le monde que pour poser des questions, vous avez un bouton à droite de l'écran qui s'appelle interactivité et vous êtes invité à y écrire vos questions. Nous sommes dans les temps, juste.
Notre prochain intervenant est Fred Bladou, qui est un activiste, ou devrais-je dire un activistar de la drogue et du sida, qui vit avec le VIH depuis 1986. Il a passé plusieurs années à militer chez ACT UP Paris, puis il a rejoint AID comme salarié sur les nouvelles stratégies de santé, puis la direction innovation programme. Il est diplômé en addictologie, administrateur de la structure médico-sociale, Gaïa, qui s'occupe entre autres de salles de consommation à moindre risque, et il est membre du comité scientifique de SOS Addiction. Fred, c'est à toi. Il faudrait que tu allumes ton micro, Fred. Pardon, Voilà. je suis un peu nul en technique. Merci beaucoup à mes trois camarades qui ont présenté juste avant. Et je vais essayer d'être au même niveau qu'eux en vous parlant d'un phénomène, le chemsex, dont vous avez peut-être tous entendu parler, probablement par ailleurs, même si on ne l'appelle pas chemsex, qui est pour le coup, on a parlé de la réduction des risques depuis le début de cette session. J'ai essayé de parler d'adaptation ou d'innovation en réduction des risques en raison d'un contexte tout à fait spécifique et nouveau, en tout cas dans les terminologies, qui date d'une dizaine d'années. Donc, je ne sais pas si je peux faire avancer, non, si, mais oui, en plus, attends, non, je ne pense pas. Je suis obligé de compter. Voilà, bon, je vais vous parler de l'approche disciplinaire en vue de l'amélioration de la prise en charge globale des usagers de chemsex, qui est une stratégie qui a été mise en place par AID et développée depuis une dizaine d'années pour les prémices, qui correspond à peu près à l'apparition, ou en tout cas les premières études qui ont été montées, les premiers groupes qui ont été observés de chemsexeurs. On va rappeler en préambule ce que c'est que le chemsex, la contraction de chemical et de sexe. Donc, c'est littéralement le sexe sous-produit. Ce qui n'est pas, encore une fois, je le rappelle toujours au début de chacune de mes présentations, on n'a pas attendu qu'on invente le chemsex et que des nouveaux produits de synthèse arrivent sur le marché pour voir que des personnes, que des gens consommaient un produit psychoactif, quel qu'il soit, pour avoir des rapports sexuels, en vue de chercher une augmentation de la performance, une désinhibition. C'est-à-dire que tout ça est décrit par la littérature depuis les années 70 et même peut-être avant avec d'autres produits, mais en tout cas avec les poppers et d'autres substances à partir des années 70. Ce qui change, ce qui fait une très grande différence avec cette idée de chemsex depuis une dizaine d'années, c'est peut-être le fait que ce soit lié avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, la société de la vitesse, les applications de rencontre, les smartphones, qui sont liés aussi, ou en tout cas qui ont montré l'émergence de nouveaux systèmes de distribution des produits psychoactifs via la toile et via des sites spécifiques. Voilà, le chemsex, en gros, c'est pas nouveau, mais tout ce qui en fait aujourd'hui une pratique totalement ritualisée sont des choses assez nouvelles, et c'est justement là-dessus que j'ai essayé de vous montrer comment AID essaie d'apporter une réponse à ces usagers. Alors, les constats, pratiques sexuelles liées à l'usage de produits, ou en tout cas à contexte objectif, visée sexuelle, on prend des produits pour ça. Et c'est, même si on peut consommer des nouveaux produits de synthèse, des catinones, en contexte festif et pour d'autres raisons, en tout cas, ceux qui vont faire du chemsex consomment bien des produits spécifiques pour avoir des relations sexuelles. Quels sont les constats? Multipartenariat, la presse aime beaucoup nous parler et beaucoup nous écrire de longs papiers sur les orgies de 30 personnes qui durent pendant 72 heures. Alors bon, ça peut être une réalité, on le sait tous, on le voit tous dans nos études, mais ça regroupe bien évidemment énormément d'autres pratiques et d'autres comportements. Donc voilà, c'est donc du sexe en groupe ou du sexe plus généralement. Et une problématique, nous, AID, c'est une association de lutte contre le sida et les hépatites. Donc, effectivement, une des questions essentielles, c'est de savoir est-ce que ces pratiques hard, ces pratiques avec un comportement préventif, un comportement général altéré, auraient pu ou pourraient entraîner une explosion des contaminations à VIH,
J'ai entendu Monica juste avant parler de l'explosion des contaminations en Roumanie à l'époque quand les NPS sont arrivés. On s'est posé exactement les mêmes questions et on s'est dit, rapport non protégé, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper et pour essayer de prévenir éventuellement une flambée des contaminations. D'autres constats, des publics qui sont parfois profanes, qui n'étaient pas des publics d'usagers de produits psychoactifs, tels que nous a décrit depuis le début de la session. Souvent, ils sont primo-consommateurs sur la question du chemsex et sur la question des catinones. Donc, une appropriation des stratégies de prévention assez faible. Et en plus, une RDR, là, pour le coup, peut adapter au contexte spécifique de la consommation de produits, dont l'injection en contexte sexuel. Et c'est ça qui nous interrogeait aussi, et c'est là-dessus qu'il fallait qu'on travaille absolument, puisqu'on ne pouvait pas appliquer les stratégies de RDR telles que, même si elles étaient tout à fait performantes et qu'elles ont donné des résultats, on ne pouvait pas les appliquer sans tenir compte de ce contexte sexuel spécifique. Des communautés, je vais vous parler aujourd'hui majoritairement, et toute ma présentation est plutôt orientée autour des HSH, des gays, des HSH. C'est uniquement parce que la plus grosse file active de aide aujourd'hui dans le chemsecteur est composée de garçons HSH, d'hommes HSH. Donc, c'est la raison pour laquelle ma présentation est tournée. Ça ne veut pas du tout dire que le chemsex est une pratique sexuelle qui est exclusivement réservée aux gays et qui ne touche pas aujourd'hui d'autres communautés. On constate tout à fait facilement, et mes camarades qui sont dans des associations d'intervention en milieu festif, de RDR en milieu festif, constatent que lorsqu'il y a consommation de catinone sur des raves, sur des teufs, etc., il y a une augmentation aussi des pratiques sexuelles. C'est dû aussi au principe actif et c'est dû au fait que les catinones sont pathogènes, antactogènes et favorisent une augmentation de la libido. Donc, bien évidemment, ma présentation peut être valable tout à fait pour d'autres groupes que les HSH. La seule chose, c'est que voilà, l'iconographie est plutôt HSH. Donc, forte prévalence dans nos communautés, hein, bien sûr dans nos groupes, VIH, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, VHC. Avec vraiment une augmentation très, très importante des contaminations à VHC et surtout des recontaminations. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare aujourd'hui chez les soignants dans les services d'hépato ou d'infection, il n'est pas rare qu'on soigne quelqu'un pour sa 3e hépatite C en contexte de chemsex. Ça montre aussi, là, cette fois-ci, les limites de la réduction des risques. On ne l'a pas abordé avant. Autant la réduction des risques, les programmes d'échange de seringues et des choses comme ça ont permis de faire chuter les contaminations à VIH-Sida. On sait en revanche que sur le VHC, l'impact de la réduction des risques un peu traditionnel aujourd'hui, ça demanderait beaucoup d'innovation pour faire chuter le VHC, dont les traitements et dont le traitement généralisé et le dépistage généralisé. Et puis les autres IST où on a des très fortes prévalences. D'autres questions, une hyperconsommation, ce sont des stimulants. Donc, on peut les comparer à des consommateurs ou à la cocaïne. On est sur de la consommation de stimulants très addictifs. Et donc, nous avons des difficultés avec à peu près 30% des usagers que nous recevons qui sont en situation de difficulté par rapport à une d'éventuelles conduites addictives et par rapport à une hyperconsommation. On peut avancer. Merci. Donc, prévalence élevée des addictions, j'en ai parlé. Qui c'est tout le monde. J'ai envie de dire, c'est tout le monde et personne, même si on a des tranches d'âge qui sont plus concernées. Aujourd'hui, notre préoccupation est plutôt celle d'aller chercher et de pouvoir toucher, et surtout d'avoir un discours qui puisse être percutant pour des gays entre 18 et 75 ans. On voit que le chemsex aujourd'hui n'est pas attaché à un groupe d'âge principal, même si on a quelques tendances. On voit que ça peut toucher toutes les personnes et tous les âges. Ça peut toucher des personnes séronégatives au VIH ou séropositives. Ça peut toucher des gens qui sont CSP+, mais aussi des gens dans la précarité. Voilà. Et une des grandes problématiques qui a amené Aide à aller aussi à développer des actions innovantes en RDR, beaucoup d'usagers qui sont isolés des structures de soins, et qui vivent en ruralité, ce qui est quand même assez nouveau, puisque historiquement, on a des structures de soins qui sont isolées des structures de soins, et qui vivent en ruralité, ce qui est quand même assez nouveau, puisque historiquement, on a des structures de soins qui sont isolées des structures de soins, et qui vivent en ruralité, ce qui est quand même assez nouveau, puisque historiquement,
nos publics, les publics que nous accueillons étaient plutôt centralisés ou plutôt regroupés autour des points de deal ou en tout cas dans les grandes villes. C'est très différent avec le chemsex puisque tout se passe via un écran et via un smartphone, tant le recrutement des partenaires que l'achat de produits psychoactifs. On n'a plus besoin d'aller dans une grande ville, on peut tout faire venir à soi grâce à un smartphone. C'est un bouleversement qui est énorme et qui nous oblige à innover et à adapter nos stratégies de réduction des risques et de prévention aujourd'hui. Car on n'avait pas anticipé, on n'avait pas vu arriver une tendance aussi marquée et qui allait se développer aussi vite. Et bien sûr, vous l'avez déjà dit avant, donc je ne vais pas répéter ce que mes camarades ont dit, le système répressif, la toxophobie, les stigmatisations à l'encontre, les représentations négatives et tout ce qui va avec sont des freins à nos interventions en direction des chemsexeurs. Souvent, je dis qu'un gay chemsexeur souffre de deux stigmates, le fait d'être gay et le fait d'être usager de drogue. Et que si on peut bien, et si on considère ça mais vraiment comme un postulat, on comprend à quel point aujourd'hui il faut développer des systèmes d'intervention adaptés à nos communautés, à nos groupes, et parce que c'est absolument pas évident d'avoir recours aux soins aujourd'hui dès lors qu'on est gay et usager de produits. Et même à Paris, et même si on a des centres de santé sexuelle, et même si on donne des leçons à la terre entière, nous sommes bien loin d'être parfaits sur cette question. Il te reste 5 minutes 40. Et tu me le rappelleras. Les constats, une offre pluridisciplinaire insuffisante, les actions spécifiques qui ne tiennent pas compte de ces groupes, ou en tout cas des spécificités de ces groupes, et bien sûr, déficit de sensibilisation et de formation des soignants et des acteurs de la prévention. Toujours, quand vous savez, ce vieux truc, on en a souvent parlé avec Fabrice Olivet, mais ce vieux truc où pendant des années, on a fait de la réduction des risques de la RDRD en direction auprès des usagers de drogue en se disant on ne va quand même pas leur parler de sexualité, même si quand même on parlait de sida, mais on ne va quand même pas leur parler de sexualité parce que ce n'est pas le problème. Et puis après, les gays, on leur parlait de tout sauf l'usage de drogue parce que c'est pas bien grave, vous savez. Voilà, ce que le chemsex nous a enseigné et la claque qu'on a pu prendre, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui accueillir quelqu'un qui est chemsexeur sans avoir une approche totalement globale sur ces pratiques. On ne peut plus dissocier la sexualité de la prise de produits, puisque de toute façon, les deux sont motivés et indissociables. Merci. Les enjeux, je viens de le dire, donc je suis assez cohérent sur ma présentation, je suis fier de moi. Aborder le chemsex comme sous l'angle réduction et prévention sexuelle, et ne jamais essayer, ne plus traiter l'un sans l'autre, appréhender les risques et dommages, et qui sont multiples, qui sont pluriels. Aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se préoccuper du VIH-Sida, on doit se préoccuper bien évidemment du VIH-Sida, des hépatites, des IST, mais on est sur de l'hyperconsommation de stimulants, on doit prendre en compte aujourd'hui des données sur des produits dont on a très peu de recul, puisque finalement, ces nouveaux produits de synthèse, il y a des modes. C'est-à-dire que là, depuis 2 ou 3 ans ou 4 ans, la majeure partie des usagers prenaient d'A3-MMC. Et puis là, en ce moment, on voit l'explosion de l'alpha PHP. Bien évidemment, les conséquences et les effets, etc., ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça nous demande toujours à être dans l'innovation et à prendre en compte les effets positifs ou délétères, peu importe, sur la santé, effets somatiques, psychologiques, mais aussi sur la qualité de vie et sur les problématiques psychosociales. Ensuite, créer du lien, les maintenir dans le soin, c'est extrêmement compliqué. Le chemsex isole, toutes les études le montrent, et cet isolement, bien sûr, favorise les contaminations et les conduites addictives. Et donc, on doit absolument maintenir dans le soin les usagers et en créant et en inventant de nouvelles formes de guides, de groupes d'autosupport ou de choses comme ça, de manière à ne jamais les perdre longtemps de vue.
Les enjeux, je crois que nous avons fait le tour. Ouais. Alors, quelle stratégie? Je l'ai un peu évoqué déjà, et puis il me reste 5 minutes 40. Ça, on va passer. On va passer celle-ci et la suivante. Voilà. Donc, je reviens sur réduction des risques sexuels, parce que nous, à AID, on aime bien parler de RDRD et de RDRS. Donc, c'est quoi? C'est imaginer, c'est aujourd'hui travailler sur une prévention sexuelle qui soit comportementale et biomédicalisée et surtout adaptée à ce contexte spécifique du chemsex, dont j'ai parlé un tout petit peu dès le début. Donc, développer une offre pluridisciplinaire adaptée aux pratiques avec des soignants formés et des acteurs communautaires qui soient formés. Favoriser l'approche d'éducation par les pairs. C'est drôle, on revient à nos fondamentaux. Il était temps. Ça va faire plaisir à Fabrice qui trouve que les addictologues prennent beaucoup trop de place. Et il n'a pas tort parfois. Bien évidemment, des campagnes et des incitations au dépistage extrêmement réguliers, VIH, hépatite, IST, le test and treat. Tout ça, vous le connaissez, ce sont les stratégies qui sont aujourd'hui les plus modernes, mais qui sont essentielles et impératives en direction des chemsexeurs et qui sont corrélées, bien évidemment, à l'offre qui peut être insuffisante en fonction des régions et des territoires, et surtout face à un développement d'usagers et un nombre de nouveaux usagers qui est toujours en augmentation. Et bien sûr, hein, nos basiques, TASP, PrEP et PEP, la notification aux partenaires. Plus on réduit dans des communautés qui ont des rapports sexuels très fréquents et en multipartenariat, réduire les charges virales est essentiel. Donc voilà, c'est un peu le sens de cette slide et on peut passer à celle d'après. Il te reste 1 minute pour conclure. D'accord. La RDR drogue, on en a parlé tellement depuis le début que je ne vais pas inventer les choses. Bien évidemment, on a un gros travail à faire sur ces nouveaux produits, sur informer ces nouveaux usagers. On n'est pas sur un public de carude, on est sur un public profane, un public très souvent de primo-consommateurs. Et donc, il faut recommencer tout ce qu'on a fait depuis 20 ans ou 30 ans dans la réduction des risques, faire de l'accompagnement à l'injection, faire de l'analyse de produits, développer des outils spécifiques. Voilà, tout ça est extrêmement important. Donc, c'est le second volet. On peut passer à la suivante, Nicolas. Rompre l'isolement, on en a déjà parlé. C'est vraiment le troisième pilier de la stratégie de aide. Donc, RDRS, RDRD. Et là, ici, c'est vraiment l'écoute, le soutien communautaire. Voilà, on essaie d'innover, on essaie de proposer aux usagers des interventions et des groupes d'autosupport de plus en plus nombreux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'aurai pas le temps, mais c'est un des piliers vraiment de notre stratégie. Là, c'est important. Ça, c'est une des innovations vraiment mises en place et un des trucs essentiels. J'en ai parlé un tout petit peu. Bien évidemment, le smartphone prend une place extrêmement importante dans le chemsex. Tout passe par le téléphone, tout se passe à distance et dans l'anonymat. On est plus sur des groupes et sur des publics qui peuvent être potentiellement regroupés sur des squats ou des lieux de consommation ou des sites de deal. On a des gens qui sont isolés et qui sont seuls. Donc, il a fallu nous adapter. Donc, on a créé Aide a mis en place des groupes d'autosupport en ligne via Facebook, via Signal, via les messageries cryptées. Et on développe énormément toutes nos brochures maintenant peuvent être consultées directement depuis un smartphone. Et là, on va lancer probablement dans les mois qui viennent un groupe d'autosupport pour usagers 24 heures sur 24 parce que cette approche et ce lien manque énormément. Et surtout, cette éducation par les pairs, puisqu'il n'y avait pas de pairs. Ces pratiques sont très récentes, 10 ans. Quand vous avez 10 ans de pratique, on n'a pas eu le temps de construire tout ça. Voilà. Je pense que je vais être dans les temps, Nicolas. Oui, tu as déjà dépassé le temps, il faut conclure. J'ai déjà dépassé le temps. En conclusion, nouvelles pratiques, nouveaux produits, nouveaux comportements, beaucoup de stigmatisation, pas assez de système de prise en charge. C'est vraiment tout ce qu'on doit essayer de développer aujourd'hui. On a pensé il y a 10 ans que le chemsex allait peut-être être un effet de mode qui dure quelques semaines ou quelques mois. On voit au bout de 10 ans et surtout au bout de 5 ans que les pratiques ont explosé partout. Ce ne sont pas des pratiques qui sont réservées aux grandes villes. Ce ne sont pas des pratiques qui sont réservées aux pays occidentaux. On voit, et moi j'ai des camarades activistes qui font des présentations
qui viennent d'un peu partout dans le monde, on sent que cette tendance sur de consommation et de consommation de produits en contexte sexuel va augmenter, dû aux produits, aux nouveaux produits, mais aussi à des éléments de contexte. Et donc, il va falloir que nous adaptions et que nous développions des systèmes nouveaux de manière à pouvoir prendre tout le monde en charge. Pour le reste, on avait déjà, on va finir sur écoute, bienveillance, approche positive et soutien. Il me semble être essentiel, mais ici, tout le monde en est convaincu autour de cette table. Bien sûr. Merci à vous. Merci Fred, merci beaucoup et merci à nos 4 intervenants pour cet échange autour des drogues, la politique de réduction des risques et les enjeux politico-sanitaires. On pourrait demain parler aussi philosophique parce que on a longtemps parlé de la question des drogues comme une épidémie cachée. Elle devient de plus en plus visible. Elle devient de plus en plus importante, elle ne recule pas, elle gagne du terrain. Je remercie vraiment SIDAction d'avoir mis à l'agenda, comme à chaque convention depuis déjà 4 ou 6 ans, en tout cas une place sur la question des drogues. Elle est pour moi fondamentale. Je pense qu'il va falloir, pour répondre à Florence, mais j'aurais adoré avoir une réponse magique, mais nos représentations sur les personnes qui consomment et nos représentations sur les produits doivent évoluer. La France, plus grand consommateur et en tout cas gros producteur d'alcool, devrait se faire une auto-critique à ce niveau-là et arrêter de classifier les substances avec une méthodologie qui est aujourd'hui archaïque et on le sait aujourd'hui que certains produits psychoactifs sont classés comme très dangereux, le sont beaucoup moins que l'alcool ou que le tabac. Nous n'avons pas trop de temps de faire de débats supplémentaires. Il nous reste 2 minutes parce qu'il faut vraiment rendre la salle à 7 heures précises pour préparer la prochaine session. Je vous laisse ces 2 petites minutes si vous souhaitez dire quelque chose, compléter quelque chose ou répondre à notre directrice de SIDAction, Florence Thune, sur cette question de que peut-on faire pour faire entendre nos voix, surtout en France. Je ne sais pas si Fabrice a un élément de réponse ou de réflexion. Alors, en 1 minute, en fait, parce que ça synthétise tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est la légitimité de cette question de la demande de drogue dans la société, en fait. C'est ça qui n'est jamais mis en avant, ni par nos politiques, ni même par les gens qui défendent la réduction des risques au niveau sanitaire, puisque, comme je dis, même ça rejoint ce qu'a dit Fred tout à l'heure, c'est que c'est toujours vu, malgré tout, comme une pathologie de gens un petit peu étranges, un petit peu marginaux. Alors qu'en fait, on sait que la majorité de nos concitoyens insérés, comme je vous disais tout à l'heure, blancs, les classes blanches des classes moyennes. On a le droit de dire ça maintenant en France. On a le droit de dire qu'il y a des blancs et des pas blancs. Donc, allons-y. Ils consomment dans des conditions d'ailleurs de sécurité maximale. Et ça repose sur les marges et notamment sur les banlieues, dont j'ai tenté d'insister pour dire que ça va être un enjeu fondamental, notamment de la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour vos interventions remarquables et qui font réfléchir et qui nous montrent les différents aspects de la réduction des risques de l'Afrique à la Roumanie, de la France et du monde. À vous les studios. Merci Bison pour la facilitation technique et à très bientôt et bonne fin de convention.